Darmanin a adressé une circulaire ce week-end concernant les détenus étrangers définitivement condamnés. Charlotte Dornelas, que réclame-t-il concrètement ? Déjà, on apprend que ce qui n'existait pas existe. Encore une fois, je fais le fil rouge de l'émission. Non, mais le calcul du garde des Sceaux, en fait, il explique, Gérald Darmanin, quand il est arrivé au ministère de la Justice, il a demandé le détail des détenus étrangers et de leur statut administratif et que ça n'existait pas. Voilà, vous le croyez si vous voulez, mais ça n'existait pas. Personne ne se préoccupait de savoir qui y avait dans les prisons françaises. Donc le garde des Sceaux a demandé un audit et le détail, on va dire, des détenus, notamment des détenus étrangers, d'où ils viennent, quelle est leur situation administrative, est-ce qu'on a leurs papiers, est-ce qu'on n'en a pas, est-ce qu'on est capable de les identifier. Et il y a aujourd'hui, vous le savez, 82 000, plus ou moins, selon les mois, détenus en France, 62 000 places et 4 000 détenus qui dorment sur un matelas aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle, c'est la réalité de la surpopulation carcérale, qui est évidemment un problème majeur à plusieurs titres. D'abord, ça empêche littéralement les agents pénitentiaires de faire correctement leur travail. Ça pose un grave problème de sécurité entre les détenus et vis-à-vis de ces agents pénitentiaires, et sur le travail de suivi à l'intérieur de prison, le travail de renseignement notamment, et le suivi des prisonniers méritants qui mériteraient d'avoir un suivi pour une réinsertion. Et donc ça pèse évidemment sur la société tout entière. On est un des pays avec les pires taux de récidive au monde. Donc tous les gens qui nous expliquent que c'est cette vision-là de la prison qu'il faut poursuivre, en l'occurrence, c'est un échec patent. Donc jusqu'à maintenant, devant ce problème, la réponse en général du ministère de la Justice, c'était plus ou moins une régulation carcérale, qu'elle dise ou pas son nom. On l'avait vu au moment du Covid avec la libération d'énormément de prisonniers, mais on l'avait vu de manière beaucoup plus diffuse dans beaucoup de circulaires d'autres gardes des Sceaux qui expliquaient aux magistrats de prendre leurs décisions, vous savez, de favoriser les alternatives à la prison, précisément en raison de cette surpopulation carcérale. Gérald Darmanin, à l'issue de cet audit, dit il y a 24,5% d'étrangers, pas de binationaux. Les binationaux, c'est à part, donc d'étrangers purs, entre guillemets. 24,5%, ça fait 19 000 personnes. Le calcul est simple, si ces prisonniers purgent leur peine dans leur pays, il n'y a plus de surpopulation carcérale en France. Alors évidemment, une fois que c'est dit, on connaît la difficulté à faire repartir les étrangers quand ils ne sont pas en prison, à droit constant, et avec des pays d'origine plus ou moins collaboratifs. La nouvelle, c'est que cette question n'en avait jamais été une pour le ministère de la Justice. Jusqu'à maintenant, Gérald Darmanin a signé une circulaire qui est adressée aux procureurs et aux directeurs de prison sur le statut des étrangers en prison. C'est la première circulaire au ministère de la Justice sur ce sujet, avec 25% des prisons occupées par des étrangers. Avouez que l'éléphant au milieu de la pièce était quand même pourtant visible. Alors c'est évidemment révélateur de l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est vrai en prison, c'est vrai partout ailleurs. Il n'y avait pas d'identification précise des étrangers en prison, du statut, du suivi de leur peine. Donc si vous voulez, jusqu'à maintenant, le directeur de prison, il pouvait appeler le préfet localement et dire, écoutez, là, la semaine prochaine, on a un détenu qui va sortir, il est quand même assez dangereux, il est étranger. Est-ce qu'on peut peut-être organiser son expulsion ? Il le faisait s'il pouvait le faire, s'il avait les moyens de le faire, s'il avait envie de le faire. Là, aujourd'hui, la demande, c'est que ce soit fait de manière systématique. Et on apprend à l'occasion également que les prisonniers étrangers pouvaient, soit en demandant une permission de sortie, soit parce qu'un agent de la préfecture venait à l'intérieur des prisons, renouveler leur titre de séjour pendant leur séjour en prison, si bien qu'évidemment quelqu'un qui est en situation régulière, et évidemment non seulement le transfert pendant sa peine est inimaginable, mais l'expulsion à l'issue de sa peine, s'il est en situation régulière, vous n'y pensez même pas. Concrètement, Charlotte Dornelas, qu'est-ce qui va changer pour que ça existe? Alors l'identification, maintenant, je vous le disais, elle va être systématique. Il y a des échanges entre les prisons, les préfectures, le procureur et le Quai d'Orsay. Je vais vous donner un exemple pour que tout le monde comprenne bien. On demande que l'identification se fasse et se suive dès le début de la procédure judiciaire. Parce que jusqu'à maintenant, un étranger, vous alliez en perquisition au tout début de l'enquête judiciaire, vous saisissiez par exemple un passeport, ça partait ou pas dans les scellés, mais personne ne le gardait, par exemple, ce passeport. Donc au moment de vouloir expulser la personne, avec un passeport, c'est plus facile, évidemment, que quand vous devez récupérer un laissez-passer consulaire. Donc ça, par exemple, désormais, ça va être fait de manière systématique. Chaque changement dans la vie carcérale, à chaque fois qu'il y a un passage devant le juge d'application des peines, devant le juge de la liberté de la détention, tout sera transmis systématiquement aux autorités différentes et évidemment au Quai d'Orsay. Ensuite, il y a plusieurs cas de figure. Il y a un tiers de ces prisonniers qui sont aujourd'hui en détention provisoire, donc pour eux, il ne se passera rien pour l'instant. Vous savez que le droit oblige à ce que la personne soit présente pour son procès et en attente de son procès. Donc ceux-là, on les met de côté. Ensuite, il y a un peu plus de 3000 ressortissants européens. Là, il existe une directive européenne qui permet aux États membres entre eux d'échanger leurs prisonniers.
Et il y a évidemment des pays européens où on a beaucoup plus aujourd'hui, nous, de prisonniers de certains pays membres de l'Union européenne que eux n'ont de prisonniers français. Donc l'échange sera intéressant encore vis-à-vis de la surpopulation carcérale. Donc là, en l'occurrence, c'est appliquer une directive qui existe déjà et qui permet de se passer de la vie du détenu. Ce qui est important, vous allez le voir. Ensuite, on a quasiment 17 000 détenus extra-européens. Alors là, on a des conventions bilatérales, mais qui sont extrêmement mal négociées. Dixit, le ministre de la Justice lui-même, il prend l'exemple du Maroc et il dit en France, pour transférer un détenu marocain dans une prison marocaine, si le Maroc accepte, il faut l'accord du détenu. Alors, les prisons françaises, c'est horrible, on est condamné toutes les 4 minutes, mais il n'y a pas un détenu marocain qui veut aller faire sa peine au Maroc, même quand le Maroc est d'accord. Donc là, la négociation qui est en cours avec le Maroc et avec d'autres pays, c'est de se passer de la vie du détenu. Pourquoi ? Parce que la Belgique, par exemple, a une convention avec le Maroc, je reprends mon exemple, dans lequel elle peut se passer de la vie du détenu. Donc il fallait le faire. Et ensuite, il existe la question de la libération-expulsion. À la moitié de la peine, le juge d'application des peines peut décider qu'il anticipe la libération à condition d'avoir le laissez-passer consulaire et de pouvoir organiser l'expulsion. Et là, il y a une demande d'anticipation pour que la libération ne se fasse que quand la préfecture détient le laissez-passer consulaire et non pas la demande du laissez-passer consulaire une fois que la libération a eu lieu. Et alors bon, il y a plusieurs choses. D'abord, ça dépend du pays d'origine, on le sait, les laissez-passer consulaires, on connaît le sujet un tout petit peu maintenant. Et Gérald Darmanin dit 2 choses assez contradictoires, c'est que il nous dit que quand il faut l'accord du détenu, c'est le frein absolu, parce que souvent ça se passe bien avec les pays, mais il nous dit aussi un peu plus loin que d'autres pays, l'honnêteté l'oblige à le dire, se comportent aujourd'hui comme l'Algérie. Donc voilà, ça dépend beaucoup évidemment des pays d'origine. Ce qui est sûr, c'est que les démarches étaient jusqu'ici locales quand elles existaient et que là, il y a une demande à ce qu'elles soient systématiques et au niveau national. Gérald Darmanin se prononce également pour un bras de fer avec l'Algérie et demande au gouvernement de tenir bon sur le sujet de l'entrisme des frères musulmans dont parlait Judith tout à l'heure. Oui, alors il soutient Bruno Retailleau dans sa volonté de bras de fer et de réponse graduée, tout en soutenant aussi Emmanuel Macron, qu'on n'a pas très bien compris, c'était plus compliqué que ce qu'on pensait. Bon, alors lui, il dit la réponse graduée, il est d'accord avec Bruno Retailleau, il faut rappeler l'ambassadeur, il faut supprimer les visas aux dignitaires et si besoin dénoncer l'accord de 68. Et on apprend aujourd'hui, c'était ce dont on vient de parler, que la réponse graduée qui devait commencer par la suppression des visas finalement n'a pas lieu. Donc on ne sait pas très bien où va s'arrêter le gradué, mais a priori au niveau 0, si on a bien compris en lisant le Figaro aujourd'hui. Est-ce qu'il va commencer ? Et il veut aussi tenir bon sur le voile dans les administrations. Et là, c'est récurrent. Il a une vision républicaine et universaliste qui est assez contradictoire, même dans le texte. C'est-à-dire qu'il faut interdire le voile dans les administrations parce que c'est la laïcité. Il faut l'autoriser ailleurs parce que c'est la liberté religieuse et que l'islam n'est pas l'islamisme. Donc on a bien compris, le voile n'est pas forcément islamiste, sauf quand c'est dans les administrations. Bon, déjà. Et la question, nous dit le ministre, est culturelle. Sauf que la contradiction, c'est que la culture ne se règle pas par des valeurs républicaines ou par un changement de la loi. La culture, évidemment, elle se vit, elle s'incarne, elle s'assimile par l'éducation. Les enfants assimilent la culture de leurs parents par l'éducation. Et donc, par le nombre, seul le nombre compte dans la culture. Et si l'on est d'accord pour dire que le halal à la cantine ou le voile des femmes n'est pas une donnée islamiste en elle-même, c'est évidemment le nombre qui compte. Or, l'accord de 68, que tout le monde veut dénoncer si Boualem Sansal n'est pas libéré, si on ne reprend pas la liste des 30 ressortissants algériens, l'accord de 68, il facilite l'immigration aujourd'hui algérienne, c'est-à-dire d'extraction culturelle islamique. Peut-être faudrait-il tout simplement se poser la question de la légitimité de ces accords au vu de la situation migratoire en France et non pas parce que l'Algérie ne répond pas sur tel ou tel dossier. En elle-même, c'est une question évidemment qui se pose à la France que les Français demandent de poser bien loin de l'islamisme, tout simplement sur la question de la culture évidemment. Et il n'est pas inutile de rappeler que dans l'immense majorité des pays musulmans qui se battent quasiment tous contre l'islamisme, à commencer par l'Algérie que Gérald Darmanin prend en exemple, il est vrai que l'Algérie se bat contre l'islamisme, et bien dans l'immense majorité de ces pays qui ne sont que musulmans, on ne reconnaît ni la laïcité ni la liberté religieuse. Peut-être que c'est une question qui devrait aussi se poser dans la tête de ceux qui invoquent précisément ces principes pour différencier la question culturelle de la question sécuritaire. Gérald Darmanin finalement craint, dit-il, plus le grand effacement de la République que le grand remplacement par les mœurs. Je crois franchement que l'un peut difficilement venir sans l'autre.